Comment ça, j'ai du retard? Du retard, vous dites? C'est carrément arrivé après la guerre, là, les amis. Puisque oui, vous ne rêvez pas, on se retrouve pour faire le bilan du Cold Winter Challenge. Mi-avril. Oui, parfaitement. Parce qu'en plus, j'ai quand même un peu avancé mon challenge, dans le sens où, sur toute la palle que je m'étais prévue, j'ai quand même fait 7 lectures. Cette lecture, c'est pas mal, et cette lecture dont je ne vous ai absolument pas parlé du coup. Armée de ma meilleure tisane, il est donc temps de remédier à cela. Est-ce que je fais dans l'ordre de la liste? Mais ça me fait commencer par un coup de cœur. Faisons durer un peu le suspense et on finira par cette lecture. On va donc commencer par La Néréide de Fabien Clavel, qui écoutez a été une très très bonne lecture. C'est un roman de fantasy mythologique, puisqu'en gros c'est une réécriture de la guerre de Troie. L'histoire commence à la fin de la guerre de Troie, ils se sont tous entretués, tout ça. Et nous on va suivre un jeune prince qui s'appelle Niréus de Cimée. Il était voilà, très très beau, très bon guerrier, prince accompli, etc. Sauf que pendant la guerre, il va avoir une balafre sur le visage qui va le défigurer. Maintenant qu'il a perdu un peu sa beauté, etc., bon, le mec est un peu déprimé. Et maintenant, tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa petite île bien-aimée et continuer sa vie tranquillement, loin de la guerre, parce qu'il est quand même assez horrifié par tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait. Et le problème, c'est qu'au moment de partir, il va manquer, il ne va pas faire une offrande à Poséidon. Le mec, il est un peu vexé, hein, parce que les dieux de l'Olympe, ils ont un boulard un peu comme ça, et il va se dire, bah mon coco, tu vas pas rentrer tout de suite. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Absolument. C'est donc une histoire qui rappelle celle d'Ulysse, c'est-à-dire celle d'un homme qui veut rentrer tranquillement pépère sur son île, sauf qu'il va s'attirer le courroux des dieux, et que du coup, ça va être un peu plus compliqué que cela. Sauf qu'en gros, Niréus, c'est un personnage qui est mentionné une seule fois dans tous les textes en fait qui existent vraiment autour du mythe de Troie, de la guerre de Troie. Et Fabien Clavel en fait c'est un professeur d'histoire je crois, ou de littérature, quelque chose comme ça, et en tout cas il est vraiment passionné par la guerre de Troie, le mythe d'Ulysse, etc. Et au cours de ses recherches, il va voir mentionner une seule fois ce nom, Niréus. Il va se dire, ok, bah ça serait intéressant d'imaginer les histoires qu'il a pu vivre, qu'est-ce qui a pu arriver à ce jeune homme, et en fait, d'habitude on a toujours Ulysse en premier plan et plein de personnages secondaires qui sont en second plan, bah là on va faire l'inverse, on va suivre Niréus comme le personnage majeur principal de cette histoire, et de temps en temps, Ulysse il va arriver un peu comme ça, et ça va faire écho à tout l'Odyssée et toutes ces histoires qu'on connaît avec voilà, des péripéties qui sont assez connues, comme celle avec Circé, comme celle avec le Cyclope, etc. Et en gros, Niréus, au début, c'est un personnage qui est assez antipathique, il est vraiment un peu détruit par la guerre, il est vraiment devenu aigri par la vie alors qu'il est assez jeune, sauf que durant son périple, il va donc rencontrer plein de personnages. Il va y avoir une jeune servante qui a un peu la tête en l'air mais qui est très belle, il va y avoir un aveugle qui chante très bien et raconte très bien les histoires, on va avoir un guerrier aux longs cheveux qui est très mystérieux et cache beaucoup de secrets. Et c'était, ma foi, très sympa. C'était très sympa en termes de rebondissement. On y croise absolument tout ce qui fait qu'on aime toute la mythologie grecque, toute la mythologie autour d'Ulysse, de Troie. On a les cyclopes, on a les harpies, on a les sirènes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je me souviens plus trop. Mais vraiment, toutes les créatures un peu mythologiques qu'on adore croiser dans ce genre d'histoire sont réunies. Et pour la petite histoire, ce roman donc, que vous pouvez trouver en intégrale chez Mnemos, de base c'était 3 romans distincts qui étaient un peu plus réservés pour la jeunesse ou le young adulte, et après les avoir publiés, il s'est rendu compte qu'en fait il y avait quelque chose de beaucoup plus adulte et quelque chose de beaucoup plus puissant à raconter s'il étoffait son récit, et il a tout rassemblé en un seul et même livre. Mais de base, c'est 3 tomes différents. Et en fait, ça se ressent dans la lecture puisque vous avez bien 3 parties qui sont toutes des arcs narratifs à part entière.
Donc vous avez plein de péripéties, il arrive quelque chose à nos compagnons, hop, ils se débrouillent, ils s'en sortent, il leur arrive autre chose, ils se débrouillent, ils s'en sortent, mais à chaque fois, il y a un arc narratif majeur, et à la fin de chaque partie, on arrive à la fin de cet arc. Il y a quand même un fil rouge qui lie les tomes. Je vais pas forcément vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a quand même un fil rouge. Voilà, donc ça se lit comme 3 tomes qui peuvent être indépendants, qui en même temps, voilà, créent une sorte de trilogie qui est très sympa. Alors, c'est sûr que, comme on a ce fil rouge qui est plus en second plan par rapport aux péripéties voilà, qu'on lit de nos personnages, c'est pas un roman page-turner. C'est pas un roman que vous allez lire et vraiment il y aura trop de suspense, vous savez pas ce qui va arriver à nos personnages, vous avez trop envie de savoir la suite et tout. Pas du tout, on s'y attache grandement. On s'attache grandement à Nireus parce qu'on le voit évoluer en tant qu'homme, on le voit se battre contre ses propres démons, ses propres défauts, et ses compagnons, ils sont tous très différents, ils ont tous leur propre humanité, ils soutiennent et ils aiment profondément notre héros, et lui des fois il s'en rend pas vraiment compte. Mais c'est hyper voilà, attachant comme petite troupe. Les mecs ils sont tous, c'est tous des bras cassés un peu, ils sont tous là avec leur petit fardeau et tout, et ça fait une espèce de troupe hyper hétéroclite qui va pas du tout ensemble. En même temps c'est ça qu'on adore, c'est quand des personnes qui n'ont rien à faire ensemble finissent par avoir une quête commune, ça j'adore. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, le fait qu'il n'y ait pas forcément non plus d'intrigue majeure au premier plan fait que on lit voilà, un petit chapitre, un deuxième chapitre, il y a une petite aventure qui s'est passée, ils ont rencontré un problème, bon je sais pas, ils sont fait attaquer par des harpies, hop bim, ils s'en sortent, c'est fin du chapitre. Bah du coup, on a une autre petite dose d'aventure, un peu comme l'Iliade, on a une autre petite dose de voilà, d'action et tout, on referme le livre, et on passe à autre chose, voire on lit quelque chose à côté, et on y revient, et on y revient. Et moi c'est vraiment comme ça que je l'ai lu. C'est vraiment comme une odyssée où on va suivre des petites aventures de personnages qu'on adore. On adore les retrouver, et en même temps c'est pas non plus un roman hyper haletant, etc. Mais c'est hyper bien écrit, il y a tous les codes du genre, c'est très intelligent, on sent que Fabien Clavel il est vraiment passionné par cette thématique, on sent qu'il a beaucoup de connaissances dessus aussi. Donc si vous aimez les réécritures autour de Troie, si vous aimez la mythologie grecque, eh bien écoutez, foncez parce que c'était une très bonne lecture, et Fabien Clavel a vraiment une très belle plume, il a ce don pour créer des personnages et raconter des histoires, donc je vous le recommande. Alors ensuite on va passer à un livre qui, encore maintenant, est un peu une source d'incompréhension et de... Je sais toujours pas quoi en penser. J'ai lu L'architecte de la vengeance de Toshi Onyebuchi, et c'était vraiment bizarre. C'est publié donc chez Albert Michel Imaginaire, et en gros c'est une espèce de grosse novella, ça se lit très très vite, qui va nous raconter l'histoire de 2 enfants, Ella et son frère Kevin, qui en gros vont devoir déménager suite à l'affaire Rodney King, qui était un automobiliste noir qui a été passé à tabac par des policiers dans les années 90. Ça va créer beaucoup d'émeutes, beaucoup de violences, etc. Il déménage je crois à Harlem, où du coup il y a des guerres de gangs, enfin bref. Son frère va se retrouver un peu impliqué, et là elle a un don. Elle a un don très particulier qui est que si elle vous touche, là, elle vous touche la main, elle peut savoir si littéralement demain vous crevez ou ce qui va arriver de vous dans le futur. Et à un moment, comme son frère va être impliqué dans des choses, elle va devoir faire le choix d'utiliser ou non son don. Voilà. C'est hyper flou et hyper... un peu bizarre comme résumé, moi j'ai l'impression que c'est un peu bizarre. Mais ce livre, il est très très court, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré, il y en a beaucoup qui ont comparé cet auteur à Okorafor, voilà, sur quelque chose de très engagé, sur la cause noire, les conflits raciaux, etc. Et qui parle d'uppercut, de roman coup de poing, bref. Moi, je suis totalement, mais vraiment totalement passée à côté. Je n'ai pas compris, parce que déjà c'est pas un récit qui est linéaire, c'est pas un récit où on a voilà le déménagement, enfin leur enfance, le déménagement, ce qui se passe, comment Ella va réagir, machin. C'est que des retours en arrière, des machins. J'ai l'impression que c'est un récit qui se mérite, si je peux dire ça comme ça.
qui est pas du tout facile à aborder, qui se laisse pas du tout dompter facilement. Et je sais pas, je m'étais dit, je vais juste lire un récit violent, engagé, mais qui se laisse aborder. Pas du tout. Alors je ne l'ai pas mérité, je pense, puisque je n'ai absolument pas saisi le propos. J'ai saisi l'intention, mais j'ai pas saisi l'histoire, j'ai pas saisi le récit. On a ce personnage de Ella qui est très intéressant et en même temps qui est très froid, qui est très en retrait par rapport au lecteur, et du coup c'est dur de s'attacher émotionnellement à elle, de comprendre les conflits qu'elle vit et tout. De ce que je me souviens, c'est quand même un récit qui est alors manichéen à 100%. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une société où tous les policiers sont des racistes blancs et tous les noirs sont des victimes. Ça tombe pas non plus dans le misérabilisme, donc c'est vraiment particulier, c'est très dans la confrontation. On n'est pas sur des clichés un peu douceâtres, on n'est pas sur à essayer de te passer de la pommade, on doit te confronter. Donc il y avait quelque chose de très impactant dans la manière dont c'était raconté, dans les thèmes qui étaient abordés, mais c'est juste que j'ai pas compris les personnages, j'ai pas compris le lien qui les unissait, j'ai pas compris leur motivation, et j'ai pas réussi à m'attacher à eux, et du coup je suis passée totalement à côté, mais mon avis n'est pas représentatif de l'avis global des gens, puisque je crois qu'il y a quand même eu un bon accueil, que des gens ont vraiment adoré. Je vous dis, j'ai entendu les mots uppercut, coup de poing, vraiment claque, etc. Donc je pense que quand on arrive à s'approprier le récit et à s'approprier la narration, ça peut être une très bonne lecture. Tentez le coup, c'est assez particulier, ça vous prend pas par la main, et en même temps, c'est très court, c'est une novella, c'est écrit gros, c'est publié chez Albin Michel Imaginaire, peut-être que ça sortira en poche bientôt. Voilà, donc si la thématique des violences raciales aux États-Unis, ça vous intéresse, avec une petite touche de science-fiction avec cette jeune femme qui a des pouvoirs, bah écoutez, peut-être tentez le coup. Moi, j'ai pas été sensible à ce livre, mais il reste unique. C'est une proposition, c'est une proposition. On arrive ensuite à Un pays de fantômes de Margaret Killjoy, qui est publié aux éditions Argile, qui, ma foi, a été une lecture sympathique, sans plus, parce que c'est notamment le type de narration qui, moi, me laisse toujours un peu sur ma faim, mais c'est vraiment typique à ce type de narration et pas à la qualité intrinsèque de l'ouvrage, parce qu'en gros on est sur du récit un peu journalistique, du récit un peu politique. Alors on y suit donc Dimos Oraki. Dimos Oraki qui est un très jeune journaliste qui est un peu en disgrâce et qui doit un peu voilà, refaire sa popularité auprès de ses chefs. Il va être envoyé au front par son employeur pour écrire un article élogieux sur l'armée impériale. Parce qu'en gros, l'armée impériale de la Borolie, l'empire borolien colonise beaucoup d'états autour, et donc il y a une propagande très forte qui est faite autour du bien fondé de cette colonisation. Et donc Dimos, lui, il est persuadé, il a été matrixé par cette propagande, donc il est persuadé du bien fondé de toutes ces actions. Très classique, il va être envoyé pour faire un papier élogieux sur l'armée impériale, et une fois qu'il va être là-bas, il va se rendre compte que finalement, les gentils et les méchants n'étaient pas forcément les personnes qu'il pensait. Vraiment, on ne peut pas faire plus classique. Et là, c'est attrait à l'anarchisme, parce que, en gros, c'est une espèce de traité politique sous forme fictionnelle des bienfaits, des avantages, etc., de la liberté, de l'anarchie. Comment, en détruisant toute forme de société, de construction sociale, on peut arriver à la liberté et à un système plus égalitaire. Bon, je suis pas très calée sur l'anarchisme, mais en gros c'est un peu ça. Tous les peuples en fait extérieurs à la Borolie fonctionnent sur un système où il n'y a pas de système justement. Et du coup c'est vraiment un espèce de petit traité politique qui nous montrerait les bienfaits, en tout cas qui nous pousserait à nous inspirer des anarchistes pour essayer de réguler et de revoir ce qui ne fonctionne pas dans notre système actuel. C'est donc une critique de notre société qui est indirecte, même si les références sont quand même directes sur beaucoup de points, parce que même si la Borolie ça n'existe pas, bon, on sait très bien qui ça fait référence. Et ma foi c'était sympa parce que c'était
ça portait à la réflexion, ça développe l'esprit critique, ça force à se reposer des questions, parce qu'on a tendance à accepter la société dans laquelle on vit sans se poser de questions, en mode les choses sont comme ça, bon bah les choses sont comme ça. Et en fait pas du tout, on pourrait fonctionner de manière totalement différente. La seule chose qui m'a du coup un peu dérangée, c'est que dans le mode de narration, tout est raconté à travers Dimos qui parle dans son journal ou qui envoie des bouts d'articles, il me semble, à ses boss. Donc c'est très journalistique. C'est un journaliste qui écrit, ou c'est un pour lui-même, ou c'est un journaliste qui écrit pour la presse. Et donc on est sur quelque chose de froid, de détaillé, de factuel. Ce qui finalement peut être cohérent avec l'idée du roman de je défends factuellement les intérêts de tel mode de société sans passer par les émotions, etc. Ah, il pleut. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Et donc voilà, on ne se laisse pas avoir par les émotions, parce que les émotions, c'est quelque chose qui peut être facilement critiqué, puisque rien n'est objectif, rien n'est factuel dans les émotions. Alors que là, on est vraiment sur, voilà, tac tac tac, nous on fonctionne comme ça, il y a ça qui marche, voici les conséquences, voici les causes, voici comment on fait, voici les résultats qu'on obtient, et donc ça, voilà, ça amène à la réflexion, c'était très sympathique. Si ce genre de récit vous intéresse, fortement politisé, voilà, on va pas se mentir, c'est pas en mode je vous donne le pour et le contre, non. On est quand même sur une critique de quelque chose et une mise en avant, en valeur d'autre chose, mais c'est pas non plus en mettant les deux pieds dans le plat, ça reste subtil, ça reste bien fait. C'est pas le genre d'ouvrage que je recherche particulièrement quand je lis de la science-fiction, de la fantasy, mais si ça vous intéresse, je pose ça là, ce livre existe. Alors là on arrive à un roman, j'étais un peu déçue, franchement j'étais un peu déçue de ne pas l'avoir aimé parce que j'en attendais beaucoup. Je l'avais acheté à sa sortie, enfin la sortie de la réédition, puisque c'est Elton's Brody de Edgar Mittelhauser, qui est un roman qui est sorti, alors je sais pas exactement quand, mais il a dû sortir dans les années 1940 peut-être, parce que je crois que son auteur est mort en 1965, donc voilà, milieu du XXe siècle, et c'est vraiment un roman gothique, un roman noir dans le pur sens du terme, parce qu'en gros on y suit un jeune peintre qui va arriver sur l'île de la Barbade. Il n'a pas forcément préparé son séjour et il sait pas où dormir en arrivant. La seule option qui s'offre à lui, c'est une espèce de grande demeure où vit une femme seule, il y a plein de chambres, etc. et qui l'accueille avec grand plaisir, donc il s'installe. Très rapidement, grande demeure, tout seul avec une vieille femme, vous vous doutez bien qu'il va voir des choses étranges, entendre des choses étranges. On est sur vraiment les codes les plus classiques du roman gothique, et petit à petit, il y a une espèce de tension, il y a une espèce d'atmosphère pesante, assez glauque qui va se mettre en place, et on va un peu suivre nos personnages sains d'esprit de base, tomber peu à peu dans la folie. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Vous lisez Rebecca, c'est ça, vous lisez La Maison Hantée, c'est ça, bref, c'est vraiment le classique de la maison dans laquelle il se passe des choses étranges, inexplicables, et qu'on va découvrir en même temps en fait que le personnage, on a les mêmes doutes que lui, les mêmes questionnements que lui, et on découvre tout au fur et à mesure de ses découvertes. Donc on a donc cette vieille femme qui commence un peu rapidement à sortir des petites phrases qui nous mettent le doute, qui nous font penser qu'elle cache énormément de choses. Il y a des petits trucs bizarres avec son fils, ça se passe dans cet environnement luxuriant de la Barbade. Et vous savez, je trouve en ce moment, dans tous les trucs un peu d'ambiance, de suspense, ils aiment bien les lieux luxuriants, ils aiment bien les îles, par exemple The White Lotus, voilà, vous voyez un peu l'ambiance, bah, c'est exactement pareil, enfin moi j'avais ça dans la tête. Classique, de nouveau classique. Je pense que ce livre, en fait, pâtit des autres livres qui sont sortis après lui, qui ont excellé dans le genre. Parce que quand j'ai découvert le fin mot de l'histoire, bah ça m'a un peu fait ni chaud ni froid. Dans le sens où, en fait, tout ce qui se passait, je l'avais déjà tellement vécu dans d'autres ouvrages, c'était similaire sur plein d'aspects, les questionnements étaient les mêmes, les phénomènes étaient les mêmes, les mystères finalement n'étaient pas si mystérieux que ça. Donc même si on ne devine pas forcément ce qui s'est passé, à la fin quand on a les révélations, on s'est dit «
ok, mais oui, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu mieux, je ne suis pas emballée. Donc il a vraiment pâti des ouvrages en fait qui lui ressemblent et qui pour moi sont meilleurs. Donc on est forcément un peu sur notre faim quand on voit ce qui a été fait. Mais c'est un peu souvent le cas avec les vieux ouvrages qui sont réédités. Là c'est une réédition et peut-être une traduction nouvelle, je sais pas, qui est aux éditions du Typhon. Et c'est un peu pareil que la science-fiction. Quand on lit de la très vieille science-fiction qui par exemple anticipe, je sais pas moi, des tablettes. Bon bah, tu vois des tablettes, tu te dis pas, oh, mon dieu, c'est absolument novateur. Alors, voilà, mais parce que il y a des choses qui vieillissent moins bien que d'autres, il y a des écrits qui vieillissent vraiment bien, et d'autres un peu moins bien. Et celui-là, bien qu'il ait encore beaucoup de valeur intrinsèque, dans le sens où son histoire elle est un peu intemporelle, elle peut être lue maintenant, elle peut être lue dans 20 ans, elle a été lue il y a 100 ans. Mais dans l'originalité, dans la mise en tension du lecteur, bah on a vu mieux, on a vu autre, donc forcément... voilà, je peux vous le conseiller, c'est un très bon ouvrage pour commencer. Le roman gothique, commencez peut-être le roman noir d'ambiance, parce que bah vous commencez par quelque chose qui est bien fait, qui vous met un peu dans le bain, comme on dit, et en même temps, vous commencez pas par le meilleur, donc vous pouvez ensuite aller crescendo. J'ai lu ensuite Superluminal de Vanda McIntyre aux éditions Mnemos également. Et c'est un space opéra, un roman de science-fiction space opéra qui, alors exactement comme celui d'avant, m'a laissé sur ma faim. On suit donc Laenea, qui est une jeune femme qui vient de subir une opération pour être pilote interstellaire, parce qu'en gros, on est dans la galaxie, on peut voyager super loin entre les mondes, tout ça. Sauf que pour ce faire, on doit passer par un espèce de... comment ça s'appelle ? Je sais plus, une espèce d'espace-temps, on doit... le flux, je crois, voilà, on doit passer par le flux. Or, les humains normaux ne peuvent pas résister, survivre au flux. Ils doivent donc subir une opération qui leur enlève leur cœur humain et qui leur met à la place un cœur de machine. Les les pilotes comme Laena doivent subir donc cette opération pour être capables de naviguer dans le flux sans crever littéralement. Et donc Laena a cette opération, et normalement elle est censée rester au centre, sauf que, évidemment, elle s'enfuit parce qu'elle est un peu rebelle et qu'elle n'a pas envie de rester dans ce centre, et là-bas elle va croiser un membre d'équipage, voilà, lambda, qui s'appelle Radu Dracul, un truc comme ça, Radu je crois, Radu. Et on pensait au début que Laenea était le personnage principal de cette histoire. Pas du tout, c'est Radu, puisque il va être en quête de lui-même, en quête de cette humanité, parce que cette rencontre avec Laenea va vraiment remettre en question toute cette perspective et sa quête de sens, son identité, d'où il vient, à travers donc l'histoire de ces deux personnages qui finalement sont polyamoureux. Donc ça par contre c'est très intéressant, il y a des pronoms non genrés, il y a du polyamour, il y a beaucoup d'ouverture et d'acceptation des autres espèces, des autres peuples. Et en même temps, Radu il sent qu'il a quelque chose de spécial, il sent qu'il n'est pas comme les autres, il sent que il n'a pas sa place, il n'arrive pas à trouver sa place, et on va suivre la quête de ce jeune homme à travers la galaxie. Écoutez, c'était extrêmement bien écrit, mais il m'a manqué un fil rouge, dans le sens où c'est hyper long, mais vraiment hyper long à se mettre en place. C'est archi long dès le début, leur relation et tout, voilà, ça prend 20 ans. Ensuite, même dans la quête de Radu, là, ça prend aussi 20 ans. Il n'y a pas beaucoup d'action, on est beaucoup sur la contemplation, on est sur des réflexions presque philosophiques, métaphysiques, le transhumanisme et tout. Et du coup, bah, comme c'est bien écrit, t'as quand même envie de continuer, et en même temps, il y a un moment où tu te dis, mais où est-ce qu'on va avec tout ça ? Je ne vois pas, je ne comprends pas. Et même à la fin, quand j'ai refermé le livre, je me disais, mais quel était le but ? Quel était le point, en fait, de cet ouvrage ? J'ai aimé, en fait, la plume, j'ai aimé l'environnement, j'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé tout ça. Je comprends pourquoi elle a eu plein de prix. Je pense que tous ces autres ouvrages sont vraiment formidables, je n'en doute pas. Mais ici, moi, il m'a manqué
il m'a manqué quelque chose. Vous savez, quand vous êtes pas satisfait par une lecture, et en même temps, elle était pas mauvaise, vous savez pas non plus pointer exactement ce qui vous a manqué, mais juste, il m'a manqué de l'action, il m'a manqué un fil rouge, il m'a manqué de la tension, il m'a manqué du challenge. Il n'y a aucun moment où j'ai eu peur et tout pour Radu, même si j'étais attachée à lui, même si même Lénéa, même si on la voit moins, on s'attache à cette jeune femme qui est très ambitieuse, qui sacrifie quand même son cœur pour ses convictions et ses ambitions. Même avec tous ces thèmes qui sont hyper complets et hyper profonds, je vous dis, le polyamour, le transhumanisme, la quête d'identité, la cohabitation entre des peuples, la colonisation planétaire, bref, on est quand même sur des choses qui sont très puissantes en symbolique. Bah, même avec ça, je sais pas, le roman a juste traîné en longueur. On est sur quelque chose qui prend tellement son temps, qui est tellement dans la contemplation, que vraiment il faut être adepte de la science-fiction un peu pour lire ce roman. Alors vraiment, ne débutez pas la science-fiction avec celui-là, parce que vous allez pas du tout aimer. Je pense que vous allez être dégoûté du truc. Vous allez vous dire, mais c'est un peu what the fuck, il se passe rien et tout. Pas du tout. La science-fiction peut être absolument fantastique, les amis. Mais cet ouvrage-là est pas forcément le plus abordable et celui que je conseillerais en premier. Parce que voilà, il est un peu abstrait, l'explication, la conclusion, moi ça m'a laissé un peu perplexe. Donc forcément quand vous refermez un livre et que ça vous laisse ce sentiment mitigé, bah vous le portez pas après dans votre cœur forever. Je reste très décontenancée par cette lecture, encore maintenant. Je sais pas si j'ai envie par exemple de m'en séparer, est-ce que je le garde dans ma bibliothèque ou pas, je sais pas, est-ce que je le relirai un jour? Peut-être j'ai manqué un truc, je me dis bon, qu'est-ce que j'ai loupé pour que ce chef-d'œuvre qui mérite une réédition, qui mérite une retraduction, qui mérite tout ça, je sois passée à côté. Bon écoutez, c'était une lecture pas désagréable, mais c'était pas forcément confortable et c'était pas forcément haletant outre mesure. Accrochez-vous les amis, promis c'est bientôt fini, il en reste plus que 2, sachant qu'il y en a un en plus, c'est un tome 2, donc on va passer rapidement dessus. Mais j'ai lu Mort Roger de Claire Duvivier, qui est donc le tome 2 de sa trilogie qui fait elle-même partie du cycle de la Tour de Garde. Et donc comme c'est un tome 2, je vais pas vraiment pouvoir vous en parler plus en détail, mais pour vous résumer un peu le tome 1, on suit Amalia qui vit à De Haven, qui est une cité très hiérarchisée. C'est hiérarchisé dans l'architecture, c'est hiérarchisé dans les strates sociales. Amalia, elle fait partie un peu des bourgeois, elle a toujours appris à obéir aux règles, elle a une vie qui est très structurée, elle suit un plan, elle suit un programme, elle s'instruit, bref, c'est une vie qui est très encadrée. Sauf qu'un jour, avec ses 2 meilleures amies, ils vont trouver des petits objets magiques, je vous laisse les découvrir lesquels, et à mesure de leur utilisation, ces objets magiques vont forcément bouleverser un peu leur vie. Bon. Cette donc, trilogie s'inscrit dans un cycle de la Tour de Garde avec Guillaume Chamanadjian, j'espère que je dis bien son nom et que je me suis pas trompée, qui est du coup dans une autre cité. Les cités de Guillaume s'inspirent un peu plus de l'Italie, etc., Florence, alors que la cité d'Amalia, celle de Claire Duvivier, s'inspire un peu plus d'Amsterdam. Voilà, les pays qui sont un peu plus germaniques dans leur structure, dans leur architecture. Et Amalia va se retrouver du coup totalement bouleversée, en fait sa vie va se trouver bouleversée. À côté de ça, on a des petits conflits civils qui commencent à prendre de l'ampleur dans le tome 1. On a une cité qui bout, voilà, une cité qui bout dans le tome 1. Forcément, une cité qui bout, bon bah quand la chaleur monte, vous vous doutez bien, à un moment ça explose un peu. Et Amalia dans le tome 2 est dans une situation qui est très différente de celle dans laquelle elle est dans le tome 1. Et donc on la voit évoluer en tant que femme, en tant que jeune femme. Et c'est absolument magnifique de la voir sortir de sa zone de confort, de ses retranchements. Et en fait, elle a vécu toute sa vie auprès de gens qui lui ont dit « il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois comme ça ». Ok, elle a toujours obéi. Et maintenant qu'elle n'est plus sous l'emprise de tout ça, qui elle est, de quoi elle a besoin, comment elle se construit. On y parle aussi beaucoup de dépression et de thématiques autour de la santé mentale qui sont très fortes et que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est très très rare quand même de voir ça dans un récit de fantasy.
Et ce tome 2, ma foi, a été très qualitatif. On y retrouve la plume très fluide, très visuelle, je trouve, de Claire Duvivier. Elle arrive à nous faire ressentir les émotions de ses personnages, elle arrive à nous faire ressentir l'éclatement de la ville qui est en cours, elle arrive à nous faire ressentir la torpeur aussi et l'ennui. On oscille en fait entre des moments d'action, des moments d'inaction, et en fait c'est très réaliste parce que parfois dans les romans de fantasy les mecs ils sont toujours là à aller à droite à gauche, à batailler, tout va à une vitesse folle. Dans la vraie vie, quand tu mets en place des plans, il y a quand même des fois des petits temps de latence, puis même toi il y a des moments où juste t'as la flemme, t'en peux plus, bon bah c'est réaliste, et moi j'ai bien aimé retrouver ça parce que je me disais, bon bah je suis pas Amalia, mais dans les mêmes situations, bah peut-être que je ferais la même chose, peut-être que je ressentirais les mêmes émotions. Et voilà, donc l'évolution de cette jeune fille, j'ai adoré, l'évolution de l'intrigue, que je peux pas trop vous dire, vraiment magnifique. L'évolution des relations des personnages entre eux, bah pareil, très intéressant, très intelligent, très cohérent, tout fait sens. En fait, quand on lit, en tout cas ces 2 tomes, tout fait sens, tout est logique, et en même temps il y a des bouleversements, il y a du challenge, il y a de l'enjeu, mais tout se fait de manière fluide, cohérente. C'est de la bonne fantaisie, c'est de la fantaisie simple, c'est pas de la fantaisie prétentieuse. On est sur un bon univers, des bons personnages, une bonne intrigue, et le cocktail il marche, c'est tout. C'est des bons codes, une bonne recette, bien faite, par les bonnes personnes, et du coup, bah, on ne peut qu'applaudir, on ne peut que savourer. Et j'ai le tome 3 du coup de l'autre trilogie de Guillaume à lire dans ma palle là, et j'ai trop hâte. Et enfin, on finit sur mon coup de cœur, parce que j'ai quand même eu un coup de cœur dans ce Cold Winter Challenge. Bon, il fallait quand même bien ça, parce que comme vous avez vu, on est sur des lectures qui sont quand même agréables, sympathiques, assez mitigées pour certaines, alors que là, mais vraiment, ce livre traînait dans ma palle depuis tellement longtemps, vraiment depuis tellement longtemps. Et qu'est-ce que je suis heureuse de l'avoir lu. C'est Les Vaisseaux du cœur de Benoît Groult, que j'avais eu envie de lire à un moment, je crois en écoutant un podcast qui devait être le Book Club, de quelqu'un qui disait que ce livre était vraiment un des plus beaux livres qu'elle avait lu. Et mon Dieu, oui, un grand oui. L'écriture de Benoît Groult est sublime. Je pense que c'est une des plumes françaises que j'ai lues récemment qui a été la plus belle. Je vous jure que vous lisez la préface, rien que la préface, les gars, c'est plus beau que tout ce que j'ai jamais écrit de toute ma vie. Alors qu'elle parle juste de son intention. On va commencer par ça, son intention. En gros, elle s'est demandé comment on pourrait parler de cet amour charnel, de cette relation passionnelle qui pourrait unir 2 êtres sans faire que ce soit sale, sans faire que ce soit vulgaire. Comment on arrive à expliquer dans toute sa complexité, dans toutes ses strates, cette relation qui peut unir 2 personnes qui s'aiment déjà physiquement, et en plus qui s'aiment autrement, mais qui s'aiment physiquement surtout. On peut pas utiliser certains mots parce que c'est vulgaire, parce que ça ne représente pas la réalité, parce que c'est trop connoté, parce que ça l'est pas assez. Comment on peut utiliser les bons mots, comment on peut trouver les bonnes tournures de phrases, comment on peut décrire les bons personnages, comment on peut décrire les bonnes situations pour rendre sur écrit cette relation qui finalement unit beaucoup d'êtres humains sur cette terre, qui est que tu aimes quelqu'un passionnément. Ce sera pas ton partenaire de vie, tu te marieras pas avec, c'est pas non plus ton meilleur ami, il y a juste cette alchimie, cette attirance qui fait que c'est une forme d'amour comme une autre, qui pourtant souvent est décriée, qui pourtant souvent n'est pas dépeinte dans les ouvrages, dans les œuvres classiques. On est souvent plutôt sur l'amour absolu, voire platonique. Là c'est l'inverse. Et elle se lance le défi de le faire en essayant avec humilité. De le faire avec élégance, de le faire avec justesse, de le faire avec humanité. Eh bien, messieurs, dames, quel pari réussi, quel pari réussi. Puisque on va suivre l'histoire de 2 personnes qui vont s'aimer exactement de cette manière-là. On va donc découvrir Georges, qui est une jeune femme, une intellectuelle parisienne, oui, elle s'appelle Georges, comme Georges Sand, et on va suivre Gauvin, qui lui est un marin-pêcheur breton, rien à voir.
Ils se rencontrent quand ils sont assez jeunes, puisque elle vit en vacances dans le village de Gauvin avec ses parents. Bon, au début, franchement, c'est comme 2 enfants, 2 ados, bon, bah, ça se calcule pas, ça traîne avec les frères et sœurs, mais il n'y a rien de spécial, jusqu'à ce qu'à un moment, à l'âge adolescent, les deux se rapprochent et les deux finissent par faire des petites galipettes ensemble, on va dire. Après ça, rien de spécial. Elle retourne à Paris, elle a d'autres relations, etc. Et à un moment, ils vont se revoir. Et de nouveau, quelque chose va se passer entre eux. Et ça va être le début d'une grande relation, / liaison, parce qu'ils vont avoir des maris ou des femmes à côté, etc. De 2 êtres qui ne vont jamais perdre cet attrait l'un pour l'autre, qui ne vont jamais perdre cette passion, malgré l'âge, malgré la vie, malgré les problèmes, malgré l'ennui, malgré les disgrâces, malgré tout, ils vont rester passionnés l'un de l'autre. Et en gros, forcément, ils vont se faire du bien un peu l'un à l'autre parce que elle va aider Gauvin à exprimer un peu plus ses sentiments, à exprimer plus sa sensibilité. Elle, c'est déjà une femme un peu libérée, décomplexée, mais forcément, elle va vraiment se sentir le droit d'exposer tous ses plaisirs, de demander vraiment de vivre sa vie de femme et d'en jouir, premier sens du terme. Et elle va vraiment encore plus se libérer, encore plus se décomplexer au contact de Gauvin. Non, ils pourraient pas forcément créer une vie ensemble, créer une vie classique dans le sens du terme, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants et tout, mais en même temps, ils s'aiment plus fortement peut-être que toutes les autres personnes qui sont présentes dans leur vie. Et c'est un roman qui est érotique, mais tellement élégant, jamais dans la vulgarité, jamais dans le voyeurisme, le vulgaire. C'est juste érotique, sensuel, c'est l'alchimie de ces 2 corps, c'est l'alchimie de ces 2 êtres qui ne pourraient jamais expliquer pourquoi ils sont aussi attirés l'un par l'autre, mais qui l'acceptent et qui finissent par avoir besoin en fait l'un de l'autre dans leur équilibre global. Et cette relation était d'une beauté parce que ça parle de tout. Ils commencent à se voir, ils sont adolescents, jeunes adultes, et ensuite ils ont 50 ans, donc on parle forcément du vieillissement du corps de la femme, on parle de Georges qui se sent peut-être moins désirable, on parle de Gauvin qui passe son temps à travailler, qui n'a peut-être pas profité de la vie suffisamment, qui a peut-être des regrets. On parle en fait de tout, de tous les aspects de la vie. Et forcément, Benoît de Groot a dû vivre une relation comme ça, parce que pour que ça soit aussi juste, aussi vrai, aussi poignant, il y a forcément une part de vécu, c'est obligé. Et vraiment, cette relation, elle est belle. Mais j'étais hyper touchée par cette plume, hyper touchée par cette histoire, hyper touchée par ces personnages qui sont d'une sensibilité et d'une humanité profonde. Ce livre a quand même été écrit en 1988, donc je vous laisse quand même imaginer à quel point c'était avant-gardiste pour l'époque, parce que parler comme ça d'une femme qui est aussi libre avec sa sexualité et qui va avoir plein de relations et en même temps qui va garder cet amant et tout, enfin je veux dire, c'était il y a 30 ans quoi. Et le fait que Benoît de Groot, elle mette en avant une héroïne comme ça, qu'elle dépeigne une héroïne comme ça, et qu'elle l'assume autant, vraiment formidable. C'est vraiment les vaisseaux du cœur, c'est vraiment le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le corps aussi a ses raisons que la raison ignore. Je vous conseille donc 1000 fois, plus que tout, vraiment, ce roman, si vous aimez les histoires d'amour, les vrais, les réels, les sensuels, les réalistes, les disgracieuses, voilà, qui sont pas lisses. On adore. Eh bien, écoutez, on est venu à bout de cette vidéo. Oh là là, je retardais le fait de la filmer parce que j'avais peur qu'elle dure 20 ans. Elle va probablement en durer 20 ans. Mais j'espère que, en tout cas, ça vous aura intéressé. Je ne pouvais pas quand même ne pas faire de bilan sur le Cold Winter Challenge et ne pas vous parler des livres. Surtout quand même, ça aurait été dommage que je ne mentionne jamais les vaisseaux du cœur sur cette chaîne. Je vous attends en commentaire, venez me dire si ces livres vous intriguent, si vous en avez lu, si vous avez des recommandations par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et en attendant, je vous dis à bientôt, oui, à bientôt, dans une prochaine vidéo. Plein de bisous, plein de bonnes lectures, et à la prochaine!